Saddam Hussein annonce la destruction des missiles. Elle commencera dès demain. Satisfaction d'Hans Blix et de Dominique de Villepin. La Maison-Blanche indique que cela ne suffira pas et n'empêchera certainement pas le déclenchement d'un conflit. Vaste opération contre les dealers de la cité des Grèves à Colombes. Plusieurs centaines de gendarmes ont quadrillé le quartier. 40 interpellations, des dizaines de kilos de cannabis saisis. Les obsèques de Bernard Loiseau en présence de l'élite de la gastronomie, les grands chefs à Saulieu pour une cérémonie empreinte d'émotion. Michel Jonas sur la scène du Bataclan, un concert plein d'intimité où le courant passe entre le chanteur et le public. Michel Jonas accompagné par une petite formation. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'essentiel de l'actualité, ouvrons ce journal par l'hommage des plus grands de la gastronomie qui sont venus d'accompagner Bernard Loiseau, l'un des leurs, souvent un ami. Dans la basilique de Saulieu, tout un village entourait la famille du chef de la Côte d'Or qui s'est suicidé en début de semaine. Une cérémonie retransmise sur un écran géant permettant à tous de faire ses adieux au restaurateur dont le cercueil était recouvert de son tablier blanc. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. L'un des leurs est parti. Frère de cuisine de Bernard Loiseau, les plus grands noms de la gastronomie française sont venus pour lui et pour eux. Une femme et 3 enfants, d'une incommensurable dignité, dira le maire du village. Aujourd'hui, Bernard Loiseau est parti, accompagné de ses 2 familles. Soyez les continuateurs du maître. Sachez qu'avec ce qu'il vous a transmis, c'est à votre tour maintenant de continuer la route. Un encouragement à destination des employés de Bernard Loiseau, plus que jamais soudés. Quant au regret, c'est l'exemple et le confident de toujours qui les a exprimés. Te dire que tu nous manques et tu nous manqueras est un euphémisme. Mais sois assuré que nous restons fidèles à ta mémoire et veillés sur tes enfants et sur ton épouse. Connus ou anonymes, ils se sont massés par centaines à l'extérieur de la basilique. Ultimes instants de recueillement, de souvenirs. Il était l'ambassadeur de notre terroir, donc c'était important pour moi d'être là. Voilà. J'ai eu l'occasion quand même de l'apprécier, il serrait la main à tout le monde, il était toujours très chaleureux, c'est un grand monsieur, quoi. Chaleureux mais aussi déterminé, c'est ainsi qu'il restera dans les mémoires de ceux qui l'ont épaulé dès ses débuts. Il est arrivé au sommet avec beaucoup de mérite, de travail, de ténacité. Je dirais même d'une manière un petit peu imprudente, presque tellement il avait envie d'être au sommet. Bernard Loiseau a rejoint sa dernière demeure dans la plus stricte intimité, laissant derrière lui ses 130 employés figés dans un dernier adieu. Venons-en à ce vaste coup de filet antidrogue à Colombes hier soir. Mobilisation impressionnante des forces de police pour prendre en flagrant délit les dealers de la cité des Grèves qui avaient la main mise sur le quartier. Le trafic de cannabis s'y faisait au grand jour. 40 personnes ont été interpellées. Un grand nettoyage mené par plusieurs centaines de gendarmes. Mathias Sillon, Jean-Yves Blanc. Les habitants de cette cité de Colombes n'avaient jamais vu un tel déploiement de forces de l'ordre. Un hélicoptère, plus de 300 gendarmes et policiers pour une opération anti-drogue. Saisie hier soir après 9 mois d'enquête, 43 000 € en liquide et 20 kilos de cannabis. Une prise importante qui correspondrait aux ventes d'une seule journée dans ce quartier. Ici, il n'y a pas de stock. Nous le savions dès le départ. C'est un travail qui se fait à flux tendu. Et quand je dis travail, c'est véritablement un travail parce qu'il s'agissait ici d'une PME de vente de cannabis. Des chefs du réseau aux simples guetteurs, 45 personnes ont été interpellées en quelques heures. La méthode spectaculaire n'est pas du goût de tout le monde. Ça sert à rien qu'ils mettent des policiers dans les bâtiments comme ça. Ça va rien changer. Vous le ressentez comme une agression, quoi. Ah ouais, grave. Parce qu'ils l'ont fait aujourd'hui, mais voilà, ils vont pas rester toute leur vie ici. Alors ça sert à rien. C'est impressionnant quand même. Je croirais dans un film. Il y a des problèmes de deal ici ou... Oh, bah, vous savez, certainement comme dans toutes les cités, mais... À la tête du trafic, une seule famille qui semblait être le pivot de l'économie parallèle dans cette cité.
Vous allez avoir des petits guetteurs qui vont se mettre à l'entrée des portes pour voir si les flics ne rentrent pas, qui vont être en général des mineurs. Vous allez ensuite des gens qui vont aller chercher la drogue à l'étranger, etc. Vous allez ensuite avoir des gens qui vont être chargés de la vendre, d'autres qui vont se charger de rabattre le client. Donc on arrive véritablement à une répartition des tâches qui est un schéma typique d'une criminalité organisée. Ce soir, une quarantaine de personnes sont toujours en garde à vue. Depuis le milieu de l'après-midi, les jurés de la cour d'assises de l'Essonne délibèrent. L'avocat général a demandé la réclusion criminelle à perpétuité contre Alfredo Stranieri, accusé de 4 assassinats, une peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le verdict est attendu dans la soirée. À la une de ce vendredi, la promesse de Saddam Hussein de détruire à partir de demain les fameux missiles Al-Samoud. Le numéro 1 irakien s'incline donc à quelques heures de la remise du nouveau rapport du chef des inspecteurs à l'ONU. Une nouvelle étape qui a suscité aussitôt de nombreuses réactions. La satisfaction d'Angstblick, c'est celle de Dominique de Villepin, reste l'extrême suspicion de la Maison-Blanche qui ne modifie pas sa position. Les explications, Gilles Rabin. Selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de crise des missiles irakiens qui aurait pu constituer le fameux manquement majeur tant désiré par les Américains. Bagdad accepte de détruire ces missiles Al-Samoud dont la portée dépasse les 150 km autorisés par les Nations Unies. Les Irakiens nous ont dit qu'ils acceptaient en principe. Ils doivent commencer demain, donc demain soir ou dimanche on en saura plus. Mais c'est une étape très significative sur le chemin d'un vrai désarmement. Pour la France, chef de file du camp de la paix, c'est même une étape déterminante. Elle confirme que les inspections donnent des résultats. Bien sûr, il reste, nous le savons tous, beaucoup à faire dans les autres domaines. Je pense en particulier au domaine chimique, au domaine biologique. Mais le domaine balistique peut nous montrer l'exemple. À l'ONU, la division au sein du Conseil de sécurité, elle, s'aggrave entre les deux camps. États-Unis, Grande-Bretagne, Espagne d'un côté, France, Allemagne et Russie de l'autre. Les chances de compromis paraissent minces. Hier soir, en visite à Pékin, le ministre russe des Affaires étrangères a haussé le ton. Naturellement, la Russie exercera son droit de veto au Conseil de sécurité si la stabilité internationale l'exige. Ce qui apparemment n'a pas ému le président des États-Unis. Ce pays gagnera la guerre contre le terrorisme. Parce que nous sommes la plus grande nation sur cette planète. Parce que nous sommes les meilleurs aux yeux du monde. Que Dieu bénisse notre action, que Dieu continue de bénir l'Amérique. Pourtant, en coulisses, chacun des deux camps cherche une porte de sortie honorable, à la veille de la remise au Conseil de sécurité du premier rapport écrit du chef des inspecteurs en désarmement. Et à Bagdad, au terme d'une dernière réunion avec les experts de l'ONU, l'Irak se plie donc aux exigences de la communauté internationale en affirmant vouloir détruire, nous vous le disions, les armes prohibées. La capitale qui se prépare malgré tout à la guerre. Reportage de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Jean-François Renaud. Ils achètent des munitions et font réviser leurs armes. Dans les armureries de Bagdad, les clients sont plus nombreux que d'habitude et les visages sont tendus. Comme la plupart des pères de famille irakiens, cet homme a chez lui un fusil Kalachnikov et une arme de poing. Ce soir, il achète de quoi protéger sa famille et ses 12 enfants. Dans un pays où la parole libre n'existe pas, ces Bagdadis n'ont d'autre choix que de dire qu'ils se battront. Cet homme d'affaires nous demande ce que nous ferions si quelqu'un traversait l'océan Atlantique pour attaquer nos maisons. Il dit qu'il se défendra. La population civile ne devrait pas être la cible des attaques. Les cibles, ce seront des sites stratégiques devant lesquels les autorités viennent de faire installer des postes de combat. Ministère, entrée de la ville, des pièces d'artillerie seront positionnées le moment venu. Des préparatifs officiels auxquels la population prête finalement peu d'attention. En ce jour férié, c'est l'affluence sur le marché aux chiens d'attaque de Bagdad, un commerce aussi florissant que celui des armes. Car si la population se barricade, c'est aussi pour se protéger d'une criminalité galopante, mais ce sujet est tabou aux yeux du régime. Saddam Hussein demandait hier soir aux Irakiens de creuser des tranchées dans leur jardin pour se protéger en cas de guerre. Une défense bien dérisoire. Aucun des hommes que nous avons croisés aujourd'hui n'a d'ailleurs commencé à creuser ces fameuses tranchées.
En Turquie, dans l'éventualité d'une guerre avec l'Irak, les premières batteries antimissiles patriotes sont arrivées dans le sud-est du pays pour y être déployées en Anatolie, proche de la frontière irakienne. Ces mesures de protection dans ce pays qui a une frontière commune avec l'Irak sont renforcées par des chars déjà sur place aujourd'hui. À Bahreïn, des milliers de manifestants protestaient contre le risque de guerre, drapeaux américains brûlés dans ce pays du Golfe, allié des États-Unis et siège du quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Alors qu'à Bagdad, on se prépare à la guerre, dans le Kurdistan irakien, on se prépare à l'après-Saddam. L'opposition s'organise et vient de dessiner les premières lignes d'un gouvernement. Reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Nguyen et Guillaume Fautra. Ces hommes sont des peshmerga, les soldats du Kurdistan irakien. En ce moment, plus que jamais, ils regardent en direction de l'autre Irak, celui de Saddam, qui commence à 1 kilomètre de là. Au loin, on aperçoit la première base du dictateur, et puis les positions qu'occupait son armée il y a quelques mois encore. Cet été, en effet, Saddam Hussein a reculé, peut-être pour mieux se préparer à une éventuelle guerre. Ces derniers jours, les Américains disent avoir observé des mouvements de troupes, mais d'ici on ne voit rien. La plupart des automobilistes qui reviennent du sud n'ont rien remarqué. Mais l'un d'eux évoque des fosses que Saddam aurait peut-être fait remplir de pétrole et d'explosifs pour faire un barrage de feu. Le village voisin prie pour que la guerre n'ait pas lieu, car il est à portée de canon. Saddam a déjà utilisé l'arme chimique contre les Kurdes, dit cet homme. Il pourrait très bien le faire encore. Cette femme aussi redoute une attaque chimique, mais aussi une invasion du Kurdistan par les Turcs. Les intentions de la Turquie inquiètent aussi les membres de l'opposition irakienne qui sont réunis à 30 km de là pour préparer l'après-Saddam. Le leader de l'Union patriotique kurde annonce qu'une délégation de l'opposition irakienne sera bientôt envoyée à Ankara pour négocier avec les Turcs. Les Kurdes d'Irak sont dans une situation difficile. Ils ont hâte d'en finir avec Saddam et d'intégrer un nouveau gouvernement, mais ils ont déjà connu 3 guerres en peu de temps et craignent aujourd'hui de se retrouver entre deux feux, celui des Turcs au nord et de Saddam Hussein au sud. Et au même moment, en Hongrie, ce sont les futurs cadres de l'opposition irakienne, tous des volontaires, qui sont formés par l'armée américaine pour participer au combat si besoin. Commentaire Richard Binet. L'endroit est plutôt reculé. Quelques bâtiments au bord d'une route au sud-ouest de la Hongrie, une ancienne base aérienne de l'ex-république communiste. C'est là, jusqu'alors dans la plus grande discrétion, qu'une 60aine d'Irakiens reçoivent une formation intensive encadrée par des instructeurs de l'US Army. Recrutés aux États-Unis et en Europe, on les appelle les FIF, les Forces irakiennes de la liberté, un corps spécial qui accompagnera les troupes américaines lors de leur progression. Je suis irakien et j'ai ma famille là-bas. Ma mission ici, c'est de libérer l'Irak de sa dictature, de libérer mon peuple et bien sûr ma famille de Saddam Hussein. S'ils se cachent, c'est qu'ils savent que si Saddam Hussein reste au pouvoir, où qu'il soit, ils seront en danger. Le programme de l'instruction est secret défense. Sur le terrain, ils seront officiers de liaison, traducteurs, intermédiaires, lorsqu'il s'agira de négocier un ralliement ou une reddition. Ils seront armés, même si officiellement ils ne participeront pas au combat. À l'issue de la guerre, ils pourraient préfigurer la future administration irakienne sous étroit contrôle américain. Ils sont très intéressés par la politique. Parfois, c'est difficile de leur donner des cours. Ils ont la tête pleine d'idées préconçues sur ce que pourrait être un nouvel Irak. Régime militaire, les FIF ne sont pas autorisés à quitter la base. Leur pactage est prêt, ils ne sortiront que pour être déployés dans différentes bases américaines dès les premières heures de l'offensive. En France, on retiendra l'image du célèbre chanteur du groupe U2, reçu par Jacques Chirac, qui lui a remis la Légion d'honneur. L'occasion pour Bono d'affirmer que Tony Blair est sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et puis cette tribune, signée Lionel Jospin dans le Figaro, qui affirme que la France devrait faire usage de son droit de veto, ne pouvant se déjuger si les États-Unis proposent une deuxième résolution permettant le recours à la force. Enfin, pour clore ce chapitre, au Pakistan, devant le consulat des États-Unis, 3 policiers ont été tués et 7 personnes blessées à Karachi par un homme qui a ouvert le feu. C'est dans cette ville qu'un attentat suicide à la voiture piégée avait tué 11 Français en mai dernier.
L'actualité sociale avec les clignotants rouges, le chômage continue d'augmenter. En janvier, une hausse de 0,7% avec désormais 2 323 800 demandeurs d'emploi. Les plus fortes hausses concernent essentiellement les chômeurs de longue durée inscrits depuis au moins un an à la NPE et les jeunes de moins de 25 ans. Parmi les secteurs de l'industrie particulièrement fragiles, on retiendra le textile. Dans les Vosges notamment, les entreprises ferment les unes après les autres. Dans l'ex-empire Boussac, il n'y a plus que 60 salariés aujourd'hui. Ils étaient plus d'1 millier en 1960. Une tragédie silencieuse. Reportage Nathalie Moisan, Nathalie Gallet. Elle est entrée à la filature à 16 ans. Elle est garnisseuse, comme les autres sont ourdisseuses ou rentreuses. C'est l'une des dernières petites mains du textile vosgien. À la belle époque, il y avait ici 1000 ouvriers. Ils ne sont plus que 60 aujourd'hui. Le textile va ouvrir les frontières en 2004 avec les pays asiatiques. Vu la main-d'œuvre là-bas, on n'a pas beaucoup d'espoir, nous. Hein. On voit les camarades qui s'en vont. Disons que l'avenir, on essaye d'y croire, mais on n'y croit pas beaucoup. Hein. Pour le directeur, la mondialisation n'est pas seule en cause. Il accuse les chaînes de prêt-à-porter, ses clients, d'acheter ces modèles pour mieux les contrefaire au Maghreb ou en Asie. Il arrive régulièrement et tous les jours que nos industries fassent l'objet de copies ou de dessins transposés dans des pays à bas coûts salariaux. En janvier, 60 salariés ont été licenciés. C'est à la cellule de reclassement que nous les retrouvons. Mais dans une région où les usines textiles ferment les unes après les autres, 1000 licenciements l'an dernier pour le seul bassin d'Épinal, les démarches s'avèrent difficiles. Pour l'instant, j'ai eu une seule réponse sur déjà 7 demandes que j'ai faites. J'ai eu une réponse négative. Pour sauver le textile des Vosges, le gouvernement a annoncé un plan d'aide à l'investissement. Ici, chez Tintoret, le petit-fils du fondateur fait construire une nouvelle usine, mais il n'envisage pas une seconde d'embaucher. C'est une usine moderne, dit une usine plus productive, une usine mieux agencée, avec des flux de matière plus perfectionnés. Et donc, le personnel que nous avons aujourd'hui suffit largement à la production qui aura lieu dans cette entreprise. Les pouvoirs publics veulent soutenir les usines qui marchent. La question des salariés licenciés à 50 ans, elle n'est pas réglée. Concernant la réforme des retraites, ce matin, pour la première fois au ministère des Affaires sociales, étaient rassemblés les confédérations syndicales et le patronat. Ce groupe de travail, qui devrait se réunir au moins une fois par semaine, doit en fait tracer et définir le thème et le calendrier de cette réforme ultra sensible. Globalement, les syndicats se disent plutôt satisfaits de cette journée. À côté des plans sociaux qui se multiplient ces dernières semaines, ce sont les agences de la Banque de France qui sont menacées. De nombreuses succursales pourraient fermer. Ce soir, Jean-Claude Trichet affirme qu'aucune décision n'a été prise. Vincent Fourcade, Nathalie Gallet. À la Banque de France, de l'or, il y en a presque partout. Sur les murs, les plafonds et surtout dans les caves, c'est là que sont stockées les réserves nationales d'or. Mais à la Banque de France, l'heure est pourtant aux économies. Depuis l'arrivée de l'euro, la banque a moins de missions à accomplir, elle gagne donc moins d'argent et doit se serrer la ceinture. Il faut que nous puissions donner au pays les meilleurs services, et ces services doivent être de qualité, et aussi au meilleur coût. C'est l'intérêt du pays tout entier, bien entendu. Et pour réduire les coûts, une méthode, fermer des succursales. Selon les scénarios à l'étude, sur les 211 agences toujours en place, ne subsisterait que 62 succursales et peut-être même 3 fois moins, une seule par région. Pour les syndicats, ce serait là un coup fatal porté au service public. Ils exigent que la Banque de France reste proche des entreprises et des particuliers. Ils peuvent faire appel aux commissions de surendettement et monter leur dossier qui permettra effectivement de rééchelonner leurs dettes, voire de les faire carrément disparaître. On parle beaucoup aujourd'hui des bassins d'emploi qui sont touchés par les licenciements, la remontée du chômage. Et dans ces bassins d'emploi, on a besoin d'une institution qui soit capable de connaître de façon très fine les réalités économiques, les entreprises, la façon dont elles se financent. Cette restructuration, qui n'est encore qu'un projet, s'étalerait sur 10 ans. Quelques 3000 personnes devraient alors être reclassées dans d'autres administrations. Que se passe-t-il dans le 13e arrondissement à Paris? L'affaissement d'une chaussée tout près de l'école dont la cour s'était effondrée. Il n'en faut pas davantage pour susciter l'émotion de certains riverains et parfois un brin de panique. Gaël Chauvin, Dominique Bonnet. Si les lourds immeubles du 13e n'ont jamais fait la fierté de ses habitants, depuis l'effondrement de cette école, ils sont carrément la cause de leurs inquiétudes. Qu'on ne soit pas évacué, moi, c'est tout ce que je demande. Franchement, moi, j'ai déjà commencé, ça fait un mois, à chercher à déménager du quartier parce que
avec tout ce qui se passe dans notre 13e. Tout ce qui se passe, c'est par exemple cette fissure. Quelques centimètres d'affaissement qui seraient passés inaperçus s'il ne se trouvait à proximité de l'école. Mercredi soir, nouveau périmètre de sécurité. Dans la rue des riverains par dizaines, en pleine nuit, cette nouvelle fissure inquiète au point que les élus parisiens viennent rassurer. On est sur une avenue où il passe énormément de véhicules, sans doute des poids lourds de façon importante, donc il y a pu y avoir à un moment ou à un autre une fatigue de la chaussée qui s'est affaissée. Voilà, c'est un élément comme on en trouve mais dans quasiment toutes les rues de Paris. Les rues de Paris sont toutes construites sur ce schéma. Premier sous-sol, caves et parkings, puis égouts et métro sur plusieurs niveaux. Une accumulation de percées qui explique la fragilité du sol, en partie seulement. La ville est construite sur un réseau de carrières, 3000 km de galeries fragilisées par la porosité du calcaire. Exemple, dans cette galerie sous l'hôpital Cochin, une salle menace à tout moment de s'effondrer. Il y a énormément d'eau d'infiltration, comme vous pouvez le voir au sol, ce qui fait qu'il y a des fissures. Donc le ciel de carrière est en mauvais état. Et pour conforter l'ensemble, il va falloir faire des piliers maçonnés d'une section assez importante. Les galeries sont consolidées, surveillées en permanence, mais chaque nouvelle percée de tunnel en dessous est un nouveau risque pour l'équilibre souterrain. Depuis la fermeture de Sangatte, les centres d'hébergement d'urgence se sont débordés dans la région de Lille, une situation qui inquiète les associations et les autorités locales. En 6 mois, il y a 40% de plus de demandeurs d'asile. Reportage Caroline Gauthier, Patrice Hacher. Des Kurdes, des Afghans, condamnés à dormir dehors depuis la fermeture du centre de Sangatte. Chaque nuit à Calais, la Croix-Rouge en recense entre 150 et 200. Il y a de plus en plus de monde. C'est affolant quand même. Ces hommes et ces femmes travaillaient à Sangatte. Désormais, c'est dans la rue qu'ils viennent en aide aux réfugiés. Les demandeurs d'asile sont peut-être moins nombreux dans la région, mais ils sont toujours là et se déplacent. L'agglomération lilloise, non loin de là, suscite toutes les convoitises. Chaque soir, ce centre d'hébergement d'urgence affiche complet. Souvent à Lille, il y a des gens qui dorment dehors. Même celui-ci, c'est presque mon frère. Lui, il est sur la Léonée. Il a fait presque 4 mois, je crois. 4 mois, il dormait là dehors, à la gare. En 6 mois, le département du Nord a connu une hausse de 40% du nombre de demandeurs d'asile. Ici, ce centre de nuit a augmenté ses capacités d'accueil, mais personne ne s'attendait à ces arrivées massives de familles entières. Le dispositif aujourd'hui, concrètement, au jour où nous nous parlons, est sur l'agglomération lilloise saturé. C'est un cri d'alarme poussé par la préfecture du Nord. Une franchise médiatique qui a déplu au ministère de l'Intérieur à Paris. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais comment fermer les yeux sur ces familles qui, à 8 h du matin, se retrouvent à errer dans les rues, faute de structures d'accueil pour la journée. Et en fin d'après-midi, la même galère se répète pour trouver un toit où dormir. Ajaccio, la façade du palais de justice pris pour cible. 2 hommes à moton criblés de balles les murs du bâtiment avant de prendre la fuite. Fort heureusement, pas de blessés alors que des passants se trouvaient aux alentours. La décentralisation, chère à Jean-Pierre Raffarin, aujourd'hui le Premier ministre a annoncé concrètement les différents transferts de compétences de l'État vers les collectivités locales, une réforme de très grande ampleur, avec peut-être ce chiffre à retenir, plus de 150 000 fonctionnaires seront décentralisés à terme. Lors de ces assises des libertés locales, les présidents de régions de gauche ont brillé par leur absence. Jean-Baptiste Prédali, Laurent Esnault. Aujourd'hui, la décentralisation concernait d'abord le gouvernement, 16 ministres, pas moins. Certains ont pris le train, d'autres leur voiture de fonction. Pour tous, direction Rouen pour quelques heures et surtout pour la synthèse des 26 débats sur la décentralisation organisés depuis 5 mois. Pas très loin, des manifestants rappelaient les préoccupations sociales du moment. Mais Jean-Pierre Raffarin tient à sa réforme, à son idée d'une France davantage décentralisée. Et aujourd'hui, avant le détail, il y a eu le rappel des principes. Il faut réformer notre démocratie locale pour lui permettre d'être plus près des Français, de leur faire partager davantage les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité dans la vie quotidienne. Dans les décisions prises aujourd'hui, il y a les transferts de compétences et leur nouvelle répartition. Aux régions, la formation professionnelle, le développement économique, les programmes de santé, mais aussi la gestion du tourisme. Les départements, eux, s'occuperont du RMI, de l'aide et du logement social. Ces mêmes départements géreront aussi les routes nationales. La nouveauté, c'est le droit à l'expérimentation pour les collectivités locales dans des domaines précis. L'objectif, c'est que les Français puissent identifier les responsabilités.
Eh bien, à la suite de la décentralisation, il y aura une clarification des compétences. Et quand ils seront mécontents d'une situation, d'une politique sociale, du fonctionnement d'un service public, d'un ennui sur l'autoroute, ils sauront quel est l'élu qui est responsable de cette situation. La décentralisation, ce devait être la première grande réforme du gouvernement Raffarin. Mais aujourd'hui, l'Irak, la situation économique et sociale l'ont fait passer au second rang. Le Premier ministre a pourtant fixé son calendrier. Cette décentralisation sera effective au début 2004. Pur hasard du calendrier, les obsèques de Bernard Loiseau et aujourd'hui la sortie du guide Michelin, la Bible des gastronomes, le Michelin qui fait la pluie et le beau temps, décernant ou en retirant les étoiles, une récompense ou une sanction qui peut tout changer. Nicolas Lemarinier, Alain Doubeski. 10 heures, le guide rouge arrive dans cette librairie spécialisée dans la gastronomie. Un ouvrage de référence dont la sortie est très attendue par les clients de Paris et d'ailleurs. Nous envoyons au Japon, en Asie, aux États-Unis, selon les demandes du client. L'ouvrage se vend à plus de 500 000 exemplaires chaque année. Entre les lecteurs et lui, il y a une vraie relation de confiance. Il m'est même arrivé d'écrire au guide Michelin pour dire que telle recommandation était fausse, que j'avais été mal reçu ou que l'édition ne correspondait pas du tout à ce que le guide Michelin indiquait. Il m'est même arrivé de leur écrire, ils m'ont répondu. Le guide éclaire les amateurs depuis un siècle. Alors, quand un établissement perd une étoile, les conséquences sont lourdes. Moins 20 à 30% de chiffre d'affaires. Au guide, on en a conscience depuis longtemps. On fait tout pour être sûr que le niveau de qualité de la cuisine qu'on a trouvé dans le temps, quand on a donné 3 étoiles, si on le trouve qu'il n'est pas là, on y va plusieurs fois pour être sûr de notre décision. Et puis il y a ceux qui gagnent des étoiles. Pour eux aussi, il y a un impact financier. Stéphane Mollet est restaurateur à Paris. En 2002, il a obtenu sa première étoile. Et pour passer de 1 à 2, il n'y a pas 36 recettes. Ça se traduirait par un déménagement, par une salle plus vaste, une cuisine un petit peu plus vaste, une brigade un petit peu plus étoffée, aussi bien en cuisine qu'en salle, et puis investir un petit peu dans le vin pour avoir une cave encore un petit peu plus complète. Ça tournerait aux alentours de 100 000 à 200 000 euros. Il faut compter environ 500 000 euros d'investissement pour passer de 2 à 3. Dépenser toujours plus pour rester au niveau, c'est désormais le prix de la course aux étoiles. En Gironde, le domaine qui produit les célébrissimes Château Margaux est à vendre. Depuis la disparition d'Agnelli, il y aurait restructuration du capital. Ce vignoble connu dans le monde entier est pourtant une entreprise coûteuse. Les spéculations vont bon train. David Bazier, Philippe Dumail. On est peut-être à la veille de la plus grosse transaction jamais réalisée dans le Bordelais. Car Château Margaux est l'un des vins les plus prestigieux de la planète. On parle de 400 millions d'euros pour acheter les parts détenues par les Agnelli, qui auraient décidé de vendre ce bijou de famille pour renflouer Fiat, l'entreprise qu'ils ont fondée. Sur la place de Bordeaux, on se demande qui donc peut acheter un tel joyau. On sait seulement qu'une vingtaine d'acheteurs potentiels existent. Ça peut être en effet des institutions bancaires, des groupes placements américains, des fonds de pension, disons. Un fonds de pension américain, lui sera intéressé essentiellement par la rentabilité et il s'apercevra peut-être assez rapidement que ce n'est pas l'Eldorado qu'il pensait et dans ce cas-là, il va s'en dessaisir pour aller sur une autre opportunité. Autrement dit, la valeur de Château Margaux, plus que ses bénéfices, c'est surtout son image. Car au sommet de la pyramide des Bordeaux, elle appartient au monde du luxe. Qu'on pourrait peut-être imaginer plus facilement que ce soit un grand du luxe qui soit très intéressé par le rachat de Margaux, d'autant que l'histoire récente des vignobles du Bordelais nous ont prouvé que quelques grands du luxe s'étaient intéressés spécifiquement à des grands crus de la rive droite et même à des grands crus des graves de Sauternes, etc. C'est le cas de Bernard Arnault de LVMH qui recevait récemment Vladimir Poutine dans son château de Cheval Blanc. Le nom circule. Mais il y a aussi Corinne Metzelopoulos dont la famille détient déjà des parts de Château Margaux. Tout cela n'est encore que pronostic. Une chose est sûre, l'acheteur appartiendra au cercle déjà restreint des gens qui peuvent consommer du Margaux vendu entre 200 et 1000 euros la bouteille. À l'occasion du salon de l'agriculture, attardons-nous sur les produits bio dont l'engouement des Français ne cesse de grandir. C'est également le cas des terres qui produisent cette agriculture biologique, mais toujours en quantité insuffisante, puisque la France importe largement sa consommation bio. Laurence Decherf, Jean-Louis Melin. Monsieur, vous venez goûter les produits biologiques? Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à manger bio. Sans pesticides, ni antibiotiques, ni OGM, l'agriculture biologique fait toujours de nouveaux adeptes, même occasionnels. De temps en temps. De temps en temps. Pourquoi?
Parce que c'est bio, on pense tout de suite à la nature. On essaye de manger naturel, hein, les fruits, tout ce qui est pas traité. Moi, j'achèterais plus facilement quand c'est pas traité. Un engouement et pourtant la France est la dernière de la classe en Europe. Largement dépassée, elle n'a qu'1,7% de surface biologique quand nos voisins allemands, italiens ou encore autrichiens en cultivent jusqu'à 10%. On a pris le chemin de développer très fortement l'agriculture biologique parce que ça ouvre quelques opportunités à marcher à la communauté européenne. Conséquence, la moitié des produits proviennent de l'étranger. Les produits laitiers d'Allemagne ou d'Autriche, les fruits et légumes d'Italie ou d'Espagne. Les agriculteurs bio français sont les seuls à ne pas obtenir d'aide financière permanente pour produire écologique. Nous sommes sans doute les derniers parce que les politiques agricoles n'ont pas été suffisamment encourageantes pour la production et l'organisation des filières en France. L'objectif est de tripler la production d'ici 2 ans. Il sera difficile à atteindre, les produits bio européens ont encore un bel avenir en France. Cette étude concerne bien des familles. Les enfants et les parents mangent trop de sucre et consomment plus du double de la norme conseillée, c'est du moins ce qu'affirme le magazine Que Choisir. Et le goût du sucré commence dès l'enfance et dès le petit déjeuner. José Blanc-Lapierre. Des dents de lait et déjà des caries. Et pour une petite fille, un premier contact avec le dentiste. L'occasion aussi pour Marie de découvrir son premier ennemi, le sucre. Il ne faut pas manger trop de sucre. Il y a des sucres qu'on connaît bien, c'est les bonbons ou les boissons sucrées, mais il y a plein de sucres cachés dans l'alimentation. Même une pomme, il ne faut pas la manger le soir avant de se coucher. Collation de 10 heures après les céréales du petit déjeuner, choco goûter, boissons gazeuses et yaourt aux fruits le soir. Bilan, les enfants de moins de 10 ans absorbent trop de sucre dans la journée, le double de la quantité recommandée par les médecins. Actuellement, on est passé à une situation où les 3/4 du sucre que l'on consomme est déjà présent dans les aliments préparés. Car le sucre cache bien son jeu, l'équivalent de 6 morceaux dans cette boisson ou encore dans une barre chocolatée, 5 dans une crème dessert ou encore dans ce jus de fruits au lait, 4 dans ces petits biscuits. Bref, du sucre concentré dont l'absorption est très rapide et entraîne des problèmes de santé. Les gens en général, et les enfants en particulier, font de moins en moins d'exercice physique. On a donc un excès d'énergie qui se traduit donc par le développement de l'obésité. Et associé à cette obésité, donc tout un tas de problèmes de santé, tels que le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. L'Agence française de sécurité alimentaire devrait rendre publique prochainement une série de recommandations pour apprendre aux Français à consommer du sucre, mais avec modération. Moi, mes enfants, plus ils en demandent, moins ils ont. Alors, mais bon. L'affaire Alfredo Stranieri, accusé de 4 assassinats. Dominique Verdaillan, je crois que le verdict vient de tomber à l'instant. À l'instant même, je sors de la cour d'assises. C'est un verdict, j'allais dire sans surprise, conforme aux réquisitions. C'est la chronique donc d'un verdict annoncé. Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de 22 ans. C'est donc ce qu'avait demandé l'avocat général. Alfredo Stranieri est reconnu coupable des 4 assassinats et de la tentative d'assassinat contre Simon Cohen. J'allais dire c'est le poids de l'évidence contre lequel la défense a essayé de lutter toute l'après-midi au cours de leur plaidoirie. Les avocats de la défense qui l'a emporté. C'est un verdict qui n'a pas suscité de réaction de la part d'Alfredo Stranieri, pas plus de la part des victimes. Ça pourrait être un point final, ça ne le sera sans doute pas car l'accusé avait laissé entendre qu'il ferait appel d'une condamnation. On peut donc penser que ce dossier ira devant une autre cour d'assises dans à peu près 12 mois. Merci Dominique Verdaillan. Beaucoup d'émotions en Bretagne après l'annonce faite par Total Fina de devenir éventuellement partenaire de la Fédération française de voile. De l'émotion et même de la révolte, pas question d'associer l'image de la voile à celle de l'industrie pétrolière. Réaction Olivier Sioux, Michel Hiver. Il est beau le bateau et il serait encore plus joli, se sont dit la Fédération française de voile et le groupe Total, avec un superbe logo sur le mât, moyennant finance. Le hic, c'est qu'ici, allez savoir pourquoi, on trouve que ce n'est pas une si bonne idée. Et les clubs bretons, les professionnels bretons, tous les gens qui aiment la mer ont eu à pâtir des pétroliers. Et encore aujourd'hui, même avec les dégazages sauvages que l'on constate un peu partout,
Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, le partenariat d'un pétrolier ne nous paraît pas acceptable. Et quand c'est le président de la Ligue bretonne qui parle, ces paroles ont forcément du poids. Car la Bretagne, c'est un tiers des licenciés de la fédération. Et en Bretagne, Total, ça fait surtout penser à ça. Alors si le groupe pétrolier veut vraiment nous aider, disent certains, pas de problème, il y a de quoi faire. 3 ans après l'Erika, il y a des gens qui ne sont pas encore indemnisés, il y en a qui sont mal indemnisés. Alors avant de vouloir blanchir leur image comme ils blanchissent leur pognon, il ferait bien de faire le tour de Concarneau à la Vendée pour voir les gens qui ont été mis par terre avec l'Erika et qui ne se redresseront pas. Il y a quelques mois, c'est le consortium du nucléaire Areva qui avait décidé de sponsoriser le défi français, avec quelques ennuis à la clé du côté de Greenpeace. Autant dire que pour Total, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, ce parrainage-là n'est pas gagné d'avance. Les instances de la fédération doivent d'ailleurs en discuter dimanche. Et puis, de toute façon, sponsor ou pas, aujourd'hui à Brest, il faisait un vent à ne pas mettre un marin dehors, même un breton. Ceci nous amène à la Coupe de l'Amérique avec la 4e défaite de suite du défi néo-zélandais qui a dématé aujourd'hui dans la baie d'Auckland. Du coup, les Suisses sont à une régate de la victoire finale. Si tel était le cas, c'est donc la Suisse qui pourrait accueillir la compétition, mais il leur faut trouver un plan d'eau puisque le règlement de la Coupe de l'Amérique exige que la compétition ait lieu sur mer. Plusieurs villes en Méditerranée sont déjà candidates, dont Marseille et Sète. Julien Beaumont, Laurentien. Comme en terrain conquis, le pavillon suisse d'Alinghi flotte à l'entrée du port de Sète. Depuis 3 ans, les Helvètes louent cette base d'entraînement. Sète a été la première ville à se porter candidate, car ici on imagine sans peine l'impact que pourrait avoir la Coupe de l'Amérique. À Auckland, il y a eu 4 500 000 visiteurs. Je pense que si la Coupe vient en Europe, on va friser davantage les 6 millions. Dès qu'il y a 6 millions de visiteurs, évidemment, il y a des retombées économiques dans tous les domaines. C'est ici que les concurrents pourraient s'installer. Et pour montrer Sète sous son meilleur jour, cette vidéo vantant les mérites de la ville a été envoyée au défi suisse. Au creux du golfe du Lion, au centre de la côte européenne, à moins de 4 heures de Genève par la route et à quelques minutes de Montpellier, la ville de Sète semble surgie de l'eau. C'est justement l'atout majeur de Sète, une baie que les sportifs jugent parfaite pour les régates. On a un plan d'eau qui est assez ouvert, il n'y a pas d'île, il n'y a pas de bornes qui nous limitent dans l'utilisation du plan d'eau. On a des dizaines de milles à notre disposition, on a des fonds qui sont pas très importants, donc on peut mouiller des bouées, changer des parcours et tout ça, et donc c'est très facile. Mais Sète n'est pas la seule candidate. Marseille voudrait également accueillir la compétition, et côté argument, on ne fait pas dans la demi-mesure. C'est la plus belle rade du monde, hein, quand même. Elle est très vaste, elle est très ventée. Avec des vents, le Mistral, on en a à peu près 100 jours par an. Sète ou Marseille, la décision n'appartient qu'aux Suisses. Des Suisses très sollicités. Des villes espagnoles, italiennes ou portugaises sont également candidates. Mais avant de choisir et de lancer les travaux, le bateau helvète doit d'abord remporter une dernière régate en Nouvelle-Zélande. Un mot de ski avec une 2e place pour Carole Montillet qui a perdu un peu de son avance au classement de la Coupe du Monde de Super G. C'est l'Autrichienne Renate Götzschel qui s'est emparée de la 1re place. En football, la JOCR, le dernier club français encore en lice en Coupe d'Europe, a été éliminé hier par Liverpool 2-0 en 8e de finale retour de l'UEFA. Toujours en football, on a appris ce soir le décès d'Albert Batteux. Il avait entraîné l'équipe de Reims à la grande époque jusqu'en 63, remportant avec ce club 5 titres de championnat de France et la Coupe de France en 1958. Michel Jonas sur scène dans l'intimité du Bataclan, Où vont les rêves. 3 mois après la sortie de son dernier album, il nous offre un concert plein de talent et de chaleur, accompagné par une petite formation. Le courant passe décidément entre le chanteur et le public. Christophe Hérault, Madi Diawara. Où vont les rêves quand on les oublie? Où sont nos amours perdus? Comme dans un rêve, voici une petite balade dans les coulisses d'un concert de Jonas. Première étape, sa loge. En fait, on était là pour faire tous ces essais de maquillage, pour souligner une espèce de beauté naturelle qui est là, qui est présente. Dans l'espoir que l'on se souvienne, entre 2 étoiles et dans... Ça va bientôt commencer, premier pas sur scène et salutations musiciens. Il y a 3 musiciens, c'est pas beaucoup, hein. Piano, basse, batterie. Et donc, moi, j'ai besoin de me sentir entouré.
Dernière vocalise. Derrière le rideau, le public arrive. Un moment excitant, c'est de regarder les gens rentrer. Ça, c'est beau. Leur visage, leur expression. Ainsi, un rituel bien réglé, répété chaque soir. Jonas reprend la route. Par les routes de Wagenet, pousse le vélo, chargé rempli. Et Wagenet, les lunettes de l'eau, du destin que tu choisis. Sur scène, Michel Jonas ne chante pas, il est le comédien de ses chansons. Bien sûr que je me raconte dans mes chansons, bien sûr que je me mets en scène, que je mets en scène ma vie et mes émotions et mes sentiments, à travers des histoires, à travers des chansons, à travers des choses imaginées, etc. Oui, j'ai connu les années 60. Tu as 20? En grec et en latin, tu as 20? En maths, si, très bien. Premier prix? En philosophie, prix d'honneur? En géographie, mais en amour, baby, tu as 3, mon petit chat. Nostalgie des années 60, vieille mélancolie qui lui colle à la peau. Il en a fait un style, une balade dans les souvenirs. Lui, il a gardé sa déesse et tous les gens l'appellent vieux style, vieux style, vieux style, vieux style, vieux style. Tous les gens l'appellent vieux style. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, soirée polar avec la crime et Centrale Nuit. 1h20, le dernier journal présenté par Ève Mettet. Demain, 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le professeur René Friedman. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du Grand Bal de Vienne qui a lieu chaque année dans la grande salle de l'Opéra. Et pour ouvrir le bal, bien sûr, le beau Danube bleu.